Donc j'appelle le professeur Akoudet. Marhaba. Alors, pour reprendre la première communication, c'est-à-dire l'épidémiologie et diagnostic de la NASH. Merci, désolé pour tout à l'heure. Effectivement, il s'agit d'un sujet passionnant. Je ne sais pas, est-ce que ma présentation est encore utile ou pas? Vous avez tout dit. Oui, avant de traiter, il faut faire un diagnostic. C'est très important. Merci. Alors, il faut se mettre d'accord d'abord sur la terminologie. De quoi parle-t-on aujourd'hui? C'est quoi une NAFLD, une NASH ou une stéatose? Comme vous le savez très bien, ça a été bien dit tout au long de la présentation de cette ARI par l'assistance, il s'agit d'une maladie à large spectre, en fait, où vous avez deux entités distinctes. Et en pratique clinique, c'est ça le plus important. En fait, la NAFLD, c'est une infiltration de l'hépatocyte par la graisse lorsqu'il dépasse 5%. Donc, par définition, on a besoin de la biopsie hépatique, mais elle est rarement réalisée. L'échographie, un examen anodin et simple, permet de détecter les patients qui ont une infiltration qui dépasse les 20%, donc plus spécifique, moins sensible. Mais le plus important en pratique clinique, c'est savoir est-ce que le patient a une stéatose hépatique simple, dont l'évolution généralement est bénigne, ou une NASH, c'est-à-dire il y a de la ballonisation, l'infiltrant inflammatoire, et avec un risque de fibrose dans l'avenir, notamment c'est elle qui va évoluer vers la fibrose avec différents stades, la cirrhose, ce qu'on appelle la cirrhose NASH, avec un risque de carcinome hépatocellulaire qui peut apparaître même en l'absence de cirrhose si le patient présente une NASH. Alors, avant de retenir le diagnostic, bien sûr, c'est un diagnostic d'exclusion. Il faut éliminer les autres causes secondaires de la maladie stéatosique du foie, qui sont relativement, il faut les connaître. Et le plus important, il faut éliminer les comorbidités hépatiques qui peuvent être associées, qu'il faut prendre en charge chez le patient. Donc, il faut éliminer une consommation à risque d'alcool. Ce n'est pas 60 grammes et 40 grammes, c'est 20 grammes chez la femme et 30 grammes chez l'homme. Il faut éliminer une comorbidité associée, notamment l'infection virale BC, donc c'est un bilan systématique. Pensez aux maladies rares qui peuvent donner une stéatose hépatique. Surtout, si vous n'avez pas des éléments qui vous orientent vers le syndrome métabolique ou de l'obésité, par exemple, pensez, si vous avez une stéatose, surtout avec une perturbation des bilans hépatiques, pensez à la maladie de Wilson et le déficit en alpha-antitrypsine. Les autres stéatopathies secondaires, selon le contexte clinique, c'est la prise médicamenteuse que vous connaissez tous, les corticoïdes, l'amiodarone, des médicaments souvent utilisés pour traiter l'hypertension artérielle, notamment, et les antirétroviraux. En cas de dénutrition, pensez à la maladie cœliaque, l'amaigrissement par exemple, ou rarement, surtout chez l'adolescent, pensez aux anomalies innées de métabolisme, notamment les dyslipidémies, les hypo-bêta-lipoprotéinémies, le déficit en lipase acide lysosomial, surtout les patients non obèses, qui n'ont pas de syndrome métabolique. On l'a dit ce matin, c'est vrai, on croyait qu'il y avait... La maladie du foie va se terminer avec l'éradication de l'hépatite C, mais comme vous le voyez sur cette diapositive, c'est une étude américaine qui démontre clairement que durant des années, les maladies hépatiques secondaires aux infections virales BC sont relativement stables. Par contre, en noir et C, vous aurez des malades à prendre en charge parce qu'ils ne cessent d'augmenter. La prévalence de la maladie hépatique chronique secondaire à la stéatose ne cesse d'augmenter. Donc il y aura du travail dans l'avenir concernant cette maladie qui est complexe, comme on l'a vu aujourd'hui. Et heureusement, on a des médicaments aujourd'hui. C'est la première fois dans le domaine de la maladie stéatosique du foie que nous avons devant nous des médicaments qui sont efficaces, notamment le liraglutide et le semaglutide qu'il faut savoir utiliser. C'est une maladie qui est très élevée. Après, vous faites le calcul, si vous voulez, c'est de 25% par rapport à la population globale, donc par rapport à 8 milliards. Donc, vous faites vos calculs, combien de travail nous attend concernant cette maladie chronique du foie. Quelle est la prévalence dans les autres régions, les autres continents? Ce qui nous intéresse, c'est l'Afrique, c'est de 13% à peu près. Et probablement, c'est le même chiffre au Maroc. On ne le sait pas, il n'y a pas d'étude malheureusement, mais ça peut-être, c'est avoisine les 13%. Ce qu'on sait au Maroc, ce qu'on sait sur la NAFLD, c'est qu'il est fréquente, le risque augmente avec l'âge, et chez l'homme, c'est le sexe masculin, notamment,
et l'âge au-delà de 40 ans. C'est le facteur de risque d'avoir une stéatose hépatique. Et bien sûr, les facteurs de risque qui ont été cités tout à l'heure, c'est essentiellement l'obèse. Regardez l'obèse, c'est à peu près de 100%, c'est 99%. Le diabète type 2, c'est 60 à 70%. Et bien sûr, les autres composants de syndrome métabolique, c'est aux alentours de 50%. Maintenant qu'il a la prévalence de la NASH, c'est-à-dire l'inflammation au niveau du foie, la stéatohépatite, dans la population générale, c'est aux alentours de 7%, mais lorsqu'il s'agit de personnes à risque, c'est de 25 à 30%, surtout chez le diabète type 2. Donc ce sont ces personnes-là chez qui il faut dépister la NASH. Là, c'est une étude très intéressante française qui s'est intéressée à la stéatose hépatique, le dépistage par les moyens non invasifs, le Fatty Liver Index et le FORS pour le dépistage de la fibrose, et regardez les résultats. C'est vraiment impressionnant. La prévalence de la NASH chez la population générale, bien sûr, pas forcément diabétique sans facteur de risque, c'est de 18%. C'est énorme. Et fait très important, regardez la fibrose avancée, F3 et F4, c'est à peu près 3%. Et chez le diabétique, c'est encore pire, c'est ceux de 8% à peu près, 7,5% de patients diabétiques qui ont une NAFLD et risquent d'avoir une hépatopathie chronique sévère. Les résultats au Maroc, malheureusement, on n'a pas de chiffres, mais on sait, d'après cette étude du ministère de la Santé, la prévalence des composants de syndrome métabolique. Donc ça rejoint un petit peu ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est de 10 à 13%, et le surpoids, c'est de 50%. Quel est le risque évolutif de la maladie? Heureusement, parmi ces patients qui ont un facteur de risque, 80% des patients n'auront que de la stéatose pure. Donc, généralement, qui est de bons pronostics. Le risque de progresser vers la NASH et la cirrhose est faible. Par contre, parmi ces patients, il y a quand même 20% de personnes qui peuvent avoir une inflammation dans le foie avec une augmentation de risque de mortalité et de morbidité hépatique, notamment la fibrose avancée, la cirrhose et l'apparition de carcinome hépatocellulaire. La grande question maintenant, pourquoi des patients vont avoir uniquement une stéatose hépatique et d'autres personnes vont faire de la NASH? Ça, c'est la grande question. Et la question suivante, comment dépister ces patients parmi les patients qui ont une NAFLD? Donc, comme vous le savez très bien, le premier moment, c'est le syndrome métabolique qui va entraîner une infiltration hépatocytaire par la graisse. Ça, c'est la première étape. Par la suite, vous aurez, chez certaines personnes, à cause des facteurs de l'environnement et surtout des facteurs génétiques. Maintenant, on sait qu'il y a un terrain génétique qui fait que certaines personnes vont évoluer rapidement vers la NASH et la fibrose et la cirrhose par la suite. Est-ce que la NAFLD impacte la survie? Là, c'est une étude suédoise qui a été présentée, je pense, ce matin, suivie d'une large cohorte qui a fait démontrer que les patients qui avaient une NAFLD vont vivre moins par rapport à la population générale pendant des années de surveillance. Et la grande question, quelle était la première cause de mortalité chez ces personnes-là? Ce n'était pas le foie, c'est les maladies cardiovasculaires, suivies par la suite par les cancers extra-hépatiques et les l'hépatocarcinome. Donc il n'y a pas que le foie qui peut entraîner une morbidité chez les patients et une mortalité, c'est essentiellement les maladies cardiovasculaires qu'il faut savoir dépister. Mieux encore, on sait très bien maintenant que les personnes qui ont une fibrose sévère ont un risque plus élevé, donc les personnes qui ont une fibrose avancée F3, F4, un risque plus élevé de mortalité globale ou de décompensation hépatique parmi les patients qui ont une inflammation. C'est pour cette raison qu'il faut s'acharner à détecter chez les patients, à les traiter. Et je pense qu'il est raisonnable, malgré les effets secondaires de traitement, de prendre le risque et de traiter les patients qui ont une fibrose sévère par les médicaments disponibles. Donc, on a bien compris qu'il s'agit d'une maladie systémique. Il n'y a pas uniquement une atteinte hépatique auquel il faut y penser, une maladie chronique du foie, mais il y a aussi des manifestations extra-hépatiques qu'il faut savoir dépister, qui entraînent une augmentation de la morbidité et de la mortalité chez ces patients-là, notamment le diabète type 2, la maladie cardiovasculaire, mais aussi le cancer colorectal, l'hypothyroïdie, l'ostéoporose, le syndrome d'apnée de sommeil avec le risque de mort subite et l'insuffisance rénale chronique, comme vous le savez très très bien. Maintenant, passons à la pratique. Donc on va voir ce cas clinique
Tariel est déjà parti, peut-être nous aidera à résoudre la prise en charge thérapeutique par la suite de cette patiente qui est âgée de 48 ans, qui consulte pour une perturbation de bilan hépatique, qui ne consomme pas d'alcool, elle a tous les éléments de syndrome métabolique, comme vous le voyez, diabète type 2 depuis 8 ans, une dyslipidémie, une obésité morbide, 46 d'IMC, et le sous-traitement pour son diabète, son hypertension artérielle, et pour la dyslipidémie, il est sous statine. Il a en plus un syndrome d'apnée de sommeil appareillé, et le bilan trouve une cytolyse minime. Le reste du bilan est normal, notamment l'électrophorèse des protides, la sérologie virale B et C est négative. Parce que là, vous êtes d'accord dans la démarche diagnostique. Alors, on fait l'échographie. C'est une steatose, donc c'est une NAFLD. Donc la grande question par la suite, bien sûr, il faut prendre en charge, il faut prévenir les maladies cardiovasculaires lorsqu'on fait le diagnostic de NAFLD, et surtout prendre en charge les complications, il ne faut pas les oublier, et prévenir la cirrhose. Et pour ceci, comme j'ai dit tout à l'heure, il faut savoir stratifier sur la fibrose hépatique, et c'est le plus important en pratique. Comment, à votre avis? Parce qu'on va faire une biopsie hépatique au plus tôt pour poser autre chose. Fibroscan? Vous êtes tous pour un fibroscan? Il est obèse. Ça devient un petit peu difficile. Il faut une sonde Excel. Effectivement, on n'a pas de sonde adaptée générale. Déjà, il faut avoir le fibroscan. Et si vous avez les fibroscan, il faut avoir une sonde adaptée. C'est pas le FIB4, exactement. Donc, c'est l'évaluation non invasive. Donc, à ce stade, la biopsie n'est pas indiquée. Vous êtes tous d'accord, il n'y a pas de signe de cirrhose évidente cliniquement, ni biologiquement, ni échographiquement. Il faut faire attention à l'examen clinique, à l'échographie, pour détecter les signes de cirrhose. Il n'y a pas de thrombopénie. On verra. Donc, voilà. Bon, l'évolution naturelle, comme vous le savez très bien, c'est différents stades, mais le plus important, c'est de faire la part des choses entre stéatose simple, stéatohépatite et cirrhose en pratique clinique. Par quels moyens? En principe, nous disposons de moyens non invasifs pour diagnostiquer la stéatose. Le plus simple, c'est l'échographie, rarement les autres moyens de l'imagerie. Le CAP n'a pas d'indication validée pour diagnostiquer la stéatose. Les autres moyens non invasifs de diagnostic ne sont pas utilisés couramment, notamment le stéatotest, le FLI et le NAFLD-Iverstedt. Pour la NASH, est-ce qu'on dispose de moyens pour faire un diagnostic de la NASH en dehors de la biopsie hépatique? En fait, beaucoup de marqueurs ont été testés, notamment la cétokératine, mais ne sont pas utilisés en pratique. En fait, pour faire le diagnostic de la NASH, on a besoin de la biopsie hépatique. Il y a pas mal de scores qui ont été utilisés. Le plus utilisé, c'est le SAF score qui va évaluer la stéatose, l'activité et la fibrose, mais sont rarement indiqués en pratique. On va voir les indications de la biopsie hépatique ensemble. Donc, le plus important et le plus simple en pratique, pour s'orienter vers une stéatose avec NASH qui a évolué et fait la fibrose, c'est l'évaluation de la fibrose, qui est le plus simple, soit par élastographie physique, c'est le fibroscan, ou les moyens non invasifs dont on a parlé ce matin, de l'évaluation de la fibrose hépatique. Ils sont plusieurs. Et la question qui se pose en pratique, quels sont les seuils? Donc, je vous donne ici les seuils, des scores simples, gratuits, facilement calculés, que vous pouvez avoir en consultation et très très facile à utiliser. C'est le FIB4 et le NAFLD Fibrosis Score. En fait, ces scores, comme ça a dit Ibn Azeuz tout à l'heure le matin, ils ont la capacité d'éliminer avec une certitude qui dépasse les 90%, comme vous le voyez ici, ce qu'on appelle la valeur prédictive négative, pour éliminer une fibrose avancée. Et c'est le plus important en pratique, parce qu'on sait que ce sont ces patients-là qui vont se compliquer par la suite, qui ont besoin d'une prise en charge, notamment pharmacologique. Donc, pour le FIB4, il faut retenir le 1,3 pour éliminer une fibrose avancée, et le 2,67 pour retenir une fibrose avancée. Pour le NAFLD Fibrosis Score, moins 1,45 pour éliminer une fibrose avancée et 0,67 pour une fibrose F3, F4. Pour les scores brevetés, essentiellement le fibrotest et le fibromètre, il faut retenir le 0,3 pour les fibrotests et le 0,48 pour faire le diagnostic d'une fibrose avancée. Pour le fibromètre, c'est le 0,26 et le 0,45.
Mais ce sont, comme vous le savez, c'est des scores coûteux. Le plus simple, si vous en disposez, et le plus pertinent dans l'évaluation de la fibrose hépatique, c'est le fibroscan. Il permet avec une grande certitude d'éliminer une fibrose sévère lorsqu'il est inférieur à 8 kPa et de retenir la cirrhose lorsque l'élasticité hépatique dépasse 12 kPa. Par contre, entre 8 et 12, on est dans la zone grise. On ne sait pas classer ces patients-là. En fait, le problème des scores non invasifs, comme vous le savez très bien, ce sont des scores simples, basés sur des paramètres très simples, mais le problème, c'est la valeur prédictive positive qui est faible. En plus, vous avez des personnes c'est le 1/3 des personnes que vous n'avez pas pouvoir classer en pratique. C'est entre 30% au plus. C'est ça la problématique en pratique. Donc, pour réduire cette zone grise, on a proposé une approche séquentielle afin de rétrécir cette zone, pour avoir la certitude d'une évaluation de la fibrose sans passer par la biopsie hépatique. En fait, par plusieurs étapes. Première étape, un test non tout simple. Deuxième étape, fibroscan. Et deuxième étape, les tests brevetés qui sont coûteux pour pouvoir bien classer le patient et réduire cette zone grise. Et voilà ce qui est proposé par l'EASL. C'est un algorithme que vous connaissez tous très très bien. On en a parlé ce matin. Donc, commencez par éliminer une comorbidité hépatique, un bilan hépatique simple. Si vous faites le diagnostic de NAFLD ou d'une maladie alcoolique de foie, le score le plus simple, facilement disponible, c'est le FIB4. Si le résultat est inférieur à 1,3, il n'y a pas de fibrose significative, donc on peut se permettre de surveiller le patient, de proposer l'hygiène de vie au patient, de revoir le patient à 1 an ou à 3 ans par la suite. Par contre, si le résultat est supérieur à 1,3, là, il faut passer au fibroscan. Si le résultat est inférieur à 8 kPa, vous éliminez une fibrose avancée avec une grande certitude. On revient à cette case de départ. Sinon, il faut confirmer la fibrose avancée par un autre score breveté, soit fibrotest, soit fibromètre. Donc, si le test est concordant, vous pouvez faire le diagnostic de F3 à F4 facilement. Sinon, s'il n'y a pas de concordance entre les tests, il faut faire une biopsie hépatique. Voilà la prise en charge de ces patients. Donc, en pratique, dépister la stéatose chez les patients à risque par des examens simples, échographie et un bilan hépatique, rechercher une comorbidité hépatique qui peut aggraver la maladie du foie, penser aux stéatoses secondaires en absence d'obésité, de syndrome métabolique, notamment si le sujet est maigre, évaluer la fibrose hépatique par un moyen non invasif en adoptant l'approche séquentielle, c'est-à-dire étape simple, le FIB4, et puis, par la suite, si le FIB4 est supérieur à 1,3, passer au fibroscan et au fibrotest. Et la biopsie hépatique ne sera indiquée qu'en cas de fibrose significative ou un doute sur la cirrhose ou une autre maladie hépatique associée. Bien sûr, il ne faut pas oublier les maladies extra-hépatiques dont on a parlé, notamment le dépistage des maladies et la prise en charge des maladies cardiovasculaires, de l'hypothyroïdie, de syndromes d'apnée de sommeil et des syndromes des ovaires polykystiques. Voilà, chez la patiente, on a calculé le FIB4 et il est à 1,4. Qu'est-ce que vous proposez? Donc, vous avez éliminé la fibrose? Non. Elle est supérieure à 1,3, donc fibroscan, elle est obèse. Vous avez raison, on n'a pas l'XL. Donc le FIB4, 1,4, on est dans la zone grise. On a fait une biopsie hépatique. Ce qui est recommandé, c'est le fibroscan, effectivement. Puisqu'il n'est pas disponible, on a fait une biopsie hépatique qui confirme la NASH avec une fibrose F2. Donc c'est une patiente à traiter. Parce que la mortalité, que ce soit hépatique ou par un événement extra-hépatique, est très élevée. Donc, quelles sont les indications à la biopsie hépatique qui restent encore? C'est lorsque vous avez un doute sur une autre maladie hépatique ou un doute sur une cirrhose et vous voulez avoir la certitude. Cette diapositive a été présentée ce matin par le professeur Benazouz, très intéressante. Donc, le FIB4, comme vous le voyez ici, n'a pas uniquement un intérêt
de dépistage, mais aussi pronostic. Parce que comme vous le voyez ici, un FIB4 supérieur à 2,6 est associé à une augmentation des complications hépatiques, des complications cardiovasculaires et de la mortalité chez les patients obèses ou diabétiques type 2, quelle que soit la cause. Donc, un outil simple, très intéressant, non pas uniquement dans le dépistage, mais aussi dans la surveillance et dans le pronostic. Pareil pour l'élasticité hépatique, ça vous le savez très bien depuis longtemps. Pour terminer, donc la NAFLD est de plus en plus fréquente. Les facteurs de risque, c'est le syndrome métabolique, l'obésité, surpoids, le diabétique type 2. Ce sont ces patients-là chez qui il faut s'acharner pour dépister la NAFLD et surtout dépister la NASH et la fibrose hépatique, parce qu'il y a des complications qui peuvent survenir, que ce soit des complications hépatiques ou extra-hépatiques, notamment des événements cardiovasculaires sévères et des cancers. Le diagnostic repose essentiellement sur des moyens simples, non invasifs, l'imagerie, le score simple FIB4, puis par la suite le fibroscan, et la PBH n'est indiquée que lorsque vous avez un doute diagnostique ou sur une fibrose avancée. Je vous remercie.